Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Le thème de ce forum, c'est les désordres mondiaux. Nous aurons avec nous Édith Bouvier pour le livre intitulé Chambre avec vue sur la guerre aux éditions Flammarion. Et puis on peut vous préciser qu'à l'issue de cet entretien entre Karine Papillot et Édith Bouvier, eh bien, nous prendrons une ou deux questions. Donc soyez réactifs, n'hésitez pas à vous manifester à l'issue de ce forum. Bonjour à tous. Initialement, Diane Ducré devait être parmi nous. Ce n'est pas le cas. Nous avons donc le plaisir de passer un long moment en tête-à-tête avec Édith Bouvier. Édith Bouvier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes grand reporter. Vous êtes un grand reporter dont on a beaucoup parlé cette année puisque vous avez été blessé de façon très grave en Syrie. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé, à l'inverse de votre métier, sous les feux de la rampe, si je puis me permettre de dire les choses comme ça, c'est-à-dire montré par la télévision française. On s'est beaucoup inquiété à la suite de cet accident parce que vous étiez en Syrie. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce qui vous est arrivé. C'est pas à moi de le dire. On était partis, moi je suis journaliste, je suis grand reporter mais je fais pas que de la guerre, j'en ai couvert beaucoup. Et on était partis avec William Daniels qui est un grand photographe et Rémi Hochlik qui était un très grand photographe, couvrir le quartier de Baba Ammar à Homs qui était assiégé depuis début février. Il n'y avait aucune information qui sortait de là, ou très peu. Il y avait Jean-Pierre Perrin de Libération qui était là. Mais on avait envie de comprendre comment vit une population quand elle est encerclée, quand elle ne peut plus obtenir de nourriture, d'approvisionnement en médicaments, quand elle ne peut plus recevoir d'aide, et quand les gens inlassablement, inexorablement sont bombardés sans avoir une chance, une seule, de s'en sortir. Donc on est parti, on savait qu'on allait couvrir une guerre, on savait qu'on allait voir des bombardements, voir des morts. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est que ces bombardements nous viseraient, nous, journalistes étrangers, nommément, et viseraient et tueraient mes camarades, Marie Colvin et Rémi Hochlik, et que moi, je serais dans la position du Syrien, blessé et enfermé dans ce guet-apens. Alors, vous êtes allé en Irak en 2009, au Sud-Soudan en 2011, et donc en Syrie en février dernier où les choses ont mal tourné. Qu'est-ce qui vous attire sur ces terrains de guerre qui, traditionnellement, ne sont pas faits pour les femmes ? Alors, c'est pas vrai. De plus en plus, nous sommes de plus en plus de femmes à partir sur le terrain, à couvrir ces destinations quelque peu étranges et compliquées. Parce que je pense qu'on a une facilité à rentrer dans les maisons des femmes, une facilité à se faufiler et à obtenir les témoignages et l'attention des gens. Parce qu'on est femme, parce qu'on est fragile, parce qu'on est considéré en tout cas comme fragile, parce qu'on est comme leur sœur, comme leur mère, comme leur tante qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps, comme leur femme aussi, malheureusement. Et du coup, on nous accorde une attention incroyable, on nous raconte des choses incroyables et on nous fait rentrer dans tous les endroits possibles. Et puis surtout, moi je pense que moi j'ai besoin de partir dans ce genre d'endroits parce qu'ils ne sont pas couverts. Parce qu'après le Sud-Soudan, je suis partie en Somalie et qu'on ne raconte pas assez la vie de ces gens dans ces endroits-là. Parce qu'au-delà des attentats, au-delà des morts, chaque jour, il y a des gens qui résistent. Des femmes, des hommes, des enfants qui résistent et qui se battent pour exister dans la guerre. Alors, vous racontez ce qui vous arrive à partir de l'accident, mais vous revenez en arrière, vous revenez aussi à votre arrivée sur place. Enfin, vous racontez vraiment le quotidien d'un journaliste de guerre, d'un grand reporter de guerre. Ce qui frappe notamment dans ce texte d'aventure réelle, c'est à la fois l'immense solidarité très émouvante des gens qui s'occupent de vous, parce qu'après tout, vous auriez pu être laissé comme ça, à votre compte, chacun se débrouille. Mais aussi cette curiosité, cette volonté de savoir qui est la vôtre, alors même que vous êtes sur un grabat et souffrant. Je pense que... Alors, et d'une, ces gens m'ont témoigné le plus grand respect et la plus grande solidarité incroyable. Moi, il y avait des hommes et des femmes chaque jour qui venaient me toucher le front et me remercier d'être là. Parce que depuis aujourd'hui 20 mois, le peuple syrien meurt en silence, meurt dans l'oubli. Des bombardements frappent chaque jour les villes syriennes, les villages syriens, les maisons des Syriens. Et ces gens meurent
seuls. Et ils étaient heureux que quelqu'un leur ait accordé quelques jours d'attention, quelques minutes d'attention, que quelqu'un ait fait l'effort de venir les voir, d'aussi loin qu'on venait. Mais après, il ne faut pas être candide. Moi, je sais très bien également que si on était mort dans ce quartier de Baba Amar, ça aurait été utilisé d'abord par le régime pour dire « Vous voyez, c'est des terroristes, ils tuent les journalistes étrangers. » Et notre parole, notre accusation envers le régime syrien pour avoir tué Rémi Hochlik et Marie Colvin n'aurait jamais été entendue. Donc les Syriens, les rebelles de Baba Amar, ce n'est pas tous des rebelles d'ailleurs, c'est juste des gens qui subissent la guerre chaque jour, étaient contraints de nous sauver. Si on n'était pas sortis vivants de cet enfer, les relations diplomatiques entre la France et l'opposition syrienne auraient très certainement été dégradées. Le peuple syrien aurait très certainement souffert de notre mort. Donc il fallait nous maintenir en vie pour qu'on parle, pour qu'on raconte leur malheur et aussi pour pas qu'eux en paient le prix. Alors vous êtes grand reporter, ce métier vous a appris la langue de la guerre. Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui compte? Quel bouleversement dans la hiérarchie des priorités se passe quand on est sur un territoire de guerre? Qu'est-ce qui compte avant tout? Alors, moi, j'ai développé au fur et à mesure des années des échelles de valeur de gravité. D'abord, je suis quelqu'un de terrorisé sur ce genre de terrain. Je déteste ça. C'est les bruits des bombardements et même des calaches, des tirs. C'est atroce. Mais j'ai appris à développer des échelles de gravité. C'est-à-dire que je sais distinguer entre un tir nourri, un bombardement, un pilonnage. Et à partir de quel moment il faut détaler, et à quelle vitesse il va falloir détaler et jusqu'où. Et puis, on apprend très vite dans ce genre de terrain à savoir reconnaître celui qui sera notre ami et celui qui ne le sera pas. Moi, à partir du moment où je me suis fait viser et blesser par le régime syrien, j'ai considéré qu'on n'était pas super amis. Et à partir du moment où on me tire dessus, je considère qu'on n'est plus dans le même camp. Et jusqu'à ce qu'on me tire dessus dans l'autre camp, je reste ami. Donc on apprend comme ça à développer des réflexes humains, à savoir très vite calculer où est-ce qu'on va dormir ce soir, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on va manger, comment trouver un réseau internet, et à se débrouiller très vite, à développer des réflexes de survie. C'est tout. Alors, encore une fois, je m'appuie sur l'expérience que vous avez de ces terrains de conflit. Quelle lecture géopolitique peut-on avoir de tout ça? Ne faites pas la grimace. Est-ce qu'au fond, le fait d'être né sur une terre fourrée de pétrole n'est pas le plus grand drame qui puisse arriver à un peuple? Alors là, la Syrie n'a pas la chance d'avoir du pétrole, justement. Oui. C'est bien ce qui fait que, selon eux, il n'y a aucune intervention extérieure qui est faite. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que je faisais la grimace, c'est que c'est très compliqué la situation en Syrie. C'est qu'il y a à la fois des voisins qui sont actifs, pas forcément officiellement, mais qui en tout cas interagissent avec la Syrie, que ce soit du côté du régime comme le Hezbollah libanais et le régime iranien, qui fournissent de l'armement ainsi que des hommes et de la technologie pour faire la guerre. Et puis il y a les voisins un peu plus lointains, un peu plus comme la Turquie d'ailleurs, qui interagit mais qui a encore du mal à savoir comment se positionner. Il y a la Jordanie, où j'étais encore hier, qui a encore du mal à se positionner avec ce voisin avec lequel elle a encore conservé des relations diplomatiques et économiques, mais quand même ils sont pas super potes avec Bachar, donc c'est gênant. Et il y a tout un tas de pays arabes qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Il y a forcément, comme dans beaucoup de conflits sur cette zone-là, un terrain entre sunnites et chiites qui va se greffer là-dessus. Il y a des extrémistes religieux qui vont se greffer là-dessus. Et tout ça fait que le conflit syrien ne cesse de s'envenimer et ne cesse de s'aggraver, et qu'aujourd'hui, il y a 5 barils de TNT, de 500 litres de TNT qui tombent sur la ville de Marat el-Noman chaque jour. Ça fait 500 mètres de diamètre de souffle, et ça fait des gens et des maisons qui sont détruites et des vies qui partent en fumée. Il y en a 4 par jour à Dera, selon mes chiffres, 4 par jour également à Deir ez-Zor, près de la frontière à l'est.
À Homs, on a des chiffres difficilement parce que la situation est confuse et que chaque jour, il y a comme ça des atrocités qui sont commises. Alors vous avez été dans le livre assez soufflé par l'organisation de la résistance. Vous parlez même à un moment d'hommes influents, de costumes cravates. Est-ce que, on peut se demander là si vous nous aviez dit tout ce que vous savez. Est-ce que ça peut être assez étonnant de voir une résistance aussi organisée avec des hommes en costume. Ça tranche beaucoup avec ce que vous disiez précédemment dans le livre. Alors les hommes en costume, ils ne sont pas sur le territoire syrien. Les hommes en costume, ils sont à l'étranger, dans les pays voisins par lesquels j'ai transité pour venir. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans ce réseau-là de passeurs, on est vraiment comme un petit colis. Et on nous transbahute d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, d'une maison à une autre, toujours par un réseau qui est bien fermé, par une boucle qui est bien construite, des frontières qui sont totalement poreuses et habituées depuis de longues années à faire passer tout un tas de produits. Et du coup, on rentre dans ce filet-là. Après, sur le terrain, c'est beaucoup moins bien organisé, oui, sur le malheureusement. Terrain, certainement. Mais comment vous expliquez que ces hommes, dans d'autres pays, soient aussi organisés? Ça veut dire qu'il y a quand même une intervention extérieure et des aides d'autres pays. Ah mais complètement, il y a des aides. Après, je pense qu'elles sont très surévaluées et que ces hommes-là ont besoin de se mettre beaucoup en avant et de raconter qu'ils font beaucoup. Après, concrètement, sur le terrain, quand j'ai posé la question, ils n'étaient pas si présents que ça. Et puis, on parle beaucoup de l'aide des pays étrangers. Après, concrètement, l'aide, que ce soit d'Arabie Saoudite ou du Qatar, est beaucoup moins importante que ce que leur propagande et leur médiatisation ne le laissent penser, mais c'est des gens très forts en com. L'aide de la France aux populations civiles est assez importante dans de nombreuses zones du pays, et ça on le dit très peu parce que on est beaucoup moins doué pour communiquer là-dessus. Puis c'est beaucoup plus difficile pour la France surtout de communiquer là-dessus. Mais non, c'est facile d'être organisé quand on est à l'étranger, qu'on a Internet, l'électricité. C'est qui C'est éventuellement des grands patrons qui voient dans la Syrie la possibilité de conquérir de nouveaux marchés si les rebelles gagnent? C'est qui ces hommes? C'est pas encore un intérêt économique. La Syrie, pour le moment, c'est un intérêt stratégique, politique, parce que le jour où Bachar, Inch'Allah, va tomber, il va bien falloir le remplacer. Et donc tous ces gens-là, mais c'est normal également, il y a des conseils nationaux syriens à Paris, mais également à Istanbul, à Damas, à Beyrouth, à Amman. Il y a des membres de la résistance qui se voient calife à la place du calife dans de nombreux pays et qui s'organisent et qui fournissent une aide, effectivement, je vous vois, pour ramener du matériel, que ce soit de communication médicale, de l'approvisionnement en nourriture également. Il y a des tentes qui ont été emmenées par la Turquie notamment pour tous les réfugiés intérieurs qui n'arrivent même plus à quitter leur pays, qui sont contraints de subir les bombardements. Et dans une Syrie là qui rentre dans l'hiver, donc où les températures sont atroces. Donc non, ouais, les pays extérieurs et les gens commencent à se mobiliser à l'extérieur. Le problème, c'est que cette autorité étrangère n'est pas forcément reconnue sur le terrain. Les gens sur le terrain, la seule autorité qu'ils reconnaissent, c'est celle de ceux qui combattent à leur côté. Pour le moment, moi, dans la vie, en tout cas de ceux que je rencontre et que j'ai au téléphone régulièrement ou sur Skype, les seules personnes qu'ils respectent, c'est pas le CNS à Paris, c'est pas ceux à Istanbul, c'est ceux qui se battent à leur côté tous les jours. C'est ceux qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, et qui sont là, à leur côté, qui n'ont pas fui. Merci Edith Bouvier. On va passer aux questions du public. Oui, bonjour Edith, je suis très impressionné par votre témoignage. Je voulais savoir si, malgré la colère que vous aviez peut-être contre les forces du régime, vous aviez essayé d'entrer en contact avec le gouvernement officiel syrien pour peut-être entendre leur point de vue sur ces événements. Et est-ce que ce terrible accident que vous avez vécu vous a pas transformé finalement en militante? Ah non, ça c'est quelque chose que je revendique à tout prix, c'est que je suis encore journaliste. Et que, non, je ne vais pas aux manifestations, je ne suis pas pro-syrienne. En aucun cas, je suis bien consciente des soucis dans l'armée libre, de toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans cette opposition.
J'aurais bien aimé, et on est nombreux journalistes étrangers à avoir travaillé sur le terrain syrien, on aurait beaucoup aimé avoir la parole du régime, seulement ce régime se refuse à la donner. Il ne la donne que très partiellement à des journalistes triés sur le volet et qui auront ce précieux sésame qu'est le visa syrien en tant que journaliste, mais pour aller travailler dans quelles conditions? Pour aller travailler avec un flic derrière qui va contrôler où on va, ce qu'on fait. Alors oui, je n'ai pas vu de manifestation pro-régime, mais j'ai dans mes copains en Syrie, enfin dans mes contacts en Syrie, des alaouites, des chrétiens, donc j'ai de tous les milieux et de toutes les communautés des témoignages qui m'amènent toujours à penser que il y a des atrocités qui sont commises aujourd'hui dans les deux camps. Ça, il ne faut pas le nier. Mais il y en a un qui a commencé un jour. Lequel, justement? Le régime syrien, le 15 mars 2011, a tiré sur son peuple dans la ville de Deraa. On ne doit pas tirer sur son peuple. Et vous diriez la même chose d'autres gouvernements régionaux qui peuvent tirer sur leur peuple? Ah, mais à partir du moment où un chef d'État tire sur son peuple, à mon avis, il doit partir. Merci. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, quelle est la situation des chrétiens en Syrie? C'est très difficile à savoir. Moi, j'ai des contacts avec des chrétiens dans des endroits où la situation est très dangereuse pour eux. Alors le souci, ce que m'ont expliqué les chrétiens, c'est que souvent, en fait, l'armée libre syrienne vient pour encercler un quartier chrétien pour les protéger, sauf que le fait d'être encerclé par l'armée libre les met du côté de la rébellion et du coup, ils se font bombarder. Donc là, on a un problème et l'armée libre refuse d'entendre ça parce qu'elle dit « mais on est là pour protéger la population ». Sauf qu'en essayant de protéger cette population, c'était le cas également dans un camp palestinien à Alep, cette population-là a été visée. Après, il y a effectivement des massacres, je dirais pas des massacres, mais il y a eu des violences vis-à-vis de chrétiens dans certaines zones. Le problème, c'est que j'ai pas la preuve de tout. Je sais dans le même temps que moi, j'ai été accueillie par des chrétiens quand on est sorti. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont croisé ma route et qui ont été là avec l'armée libre pour nous soutenir. Je sais que dans un village près de Hama, il y a des chrétiens qui hébergent l'opposition syrienne également, les rebelles de l'armée syrienne, leur fournissent le gîte et le couvert, si on peut dire. Donc c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'armée libre soit une armée. C'est vraiment une entité, des hommes qui ont pris les armes et qui ont des chefs de Katiba. Mais après, est-ce que les Katibas fonctionnent tout ensemble? Est-ce que les Katibas sont bien régis par ce qu'on appelle une liwa, c'est-à-dire une grande brigade? C'est plus compliqué que ça. Chaque homme qui a pris les armes se considère le chef et n'acceptera pas forcément l'autorité de son voisin qui pourtant était rentré dans l'armée avant lui. C'est pas une vraie armée, donc il n'y a pas d'autorité supérieure et d'ordre suivi par tout le monde. Il y a Rifat al-Assad qui a monté cette armée libre et qui essaie de coordonner ses efforts, mais il n'y a pas d'organisation vraiment. Sur le terrain, il y a des combats entre armées libres, il y a des violences entre eux qui sont faites parce que c'est pas des combattants. C'est juste des gens qui ont vu leur famille massacrée sous leurs yeux et qui ont voulu agir. Et du coup, ça pose des problèmes avec les autres, parce qu'il y a des chrétiens avec le régime, donc d'autres vont payer. On a vu ce que ça a fait, cette escalade de violence communautaire au Liban depuis 1975. J'espère que ça ne contaminera pas la Syrie à ce point, et que ça ne contaminera pas par la suite le Liban, forcément. Alors Edith Bouvier, vous avez pris la plume, vous avez renoué avec la tradition de Kessel pour dans des... À mon échelle, hein. C'est vous qui le dites. Mais bon, dans des circonstances qu'on aurait préférées meilleures, est-ce que ça vous a donné envie maintenant de reprendre le crayon pour raconter dans des livres ce qu'on ne peut pas forcément raconter dans un reportage de presse et raconter d'autres choses, d'autres faits? Alors je crois que c'est le fantasme de tous les journalistes, c'est de plus avoir seulement 4500 signes. Nous on compte en signes, 4500 signes, ça doit faire à peu près une demi-page de journal. Et on a tous ce fantasme de se dire que ces gens qu'on a rencontrés, qui nous ont touchés, qui nous ont hébergés, qui ont pris le temps de nous raconter leur histoire, on va pouvoir raconter la leur
avec de la place, avec tous les mots qu'il faut, avec une vraie couverture média qui les mettra dans la lumière de tout le monde. Et on a tous ce fantasme-là de pouvoir vraiment raconter nos histoires. On rentre tous de reportages super frustrés parce que quand le rédacteur en chef dit « Non, t'as qu'une demi-page ». Et nous, on est là « Mais non, mais c'est vachement intéressant !» Ouais, ça m'énerve à chaque fois. Donc ouais, j'espère bien continuer à le faire. Alors je me sentirai jamais dans la peau de Kessel parce que lui, Hatzfeld, c'est pour moi des tellement grands hommes du journalisme et du journalisme écrivain que je ne me permettrai pas. Mais ouais, il y a déjà des idées qui commencent à poindre. Surtout que là, je rentre de reportage pour Le Figaro et je sens que ça va encore m'énerver quand il va falloir négocier avec le chef. Édith Bouvier, on vous laisse négocier, vous êtes habituée au conflit. Chambre avec vue sur la guerre, c'est pour l'instant votre premier livre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. À bientôt. Dans quelques minutes, une autre émission avec France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision et la ville de Brive. Retrouvez cette émission sur le site www.corrèzetelevision.fr. Corrèze Télévision.